Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13 sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné ce jour au Gabon à 17h heure du Bénin. L'Afrique s'apprête donc à célébrer ses héros du football. On en parle en tout début d'édition avec la division sport de notre rédaction. Réaction du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication suite au sit-in des professionnels des médias. Adam Bonitessi a face à la presse apprécié la situation relative à la suspension de certains organes de presse. Enfin, à découvrir dans ce 13h un nouvel ouvrage. Son auteur, Eugène Dossa-Kenom, a procédé à son lancement devant un public d'écrivains et d'admirateurs. À nouveau, bonsoir. Et je vais l'annoncer dans les titres, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques heures au Gabon, dans les rues de Libreville. L'ambiance est bon enfant. Les supporters sont déjà présents et attendent le démarrage de la compétition. Suivez. Je supporte des équipes de la poule A, l'équipe du Gabon en tant que résidente au Gabon et l'équipe du Cameroun en tant que Camerounaise. Je serai au stade pour supporter le Panthère à 17h pile. Vers 20h c'est Cameroun. On va supporter le Cameroun parce que je suis un Camerounais. Hein? Voilà. Voilà, c'était donc l'ambiance à Libreville. Et la Guinée-Bissau est à sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations et a le privilège de jouer le match d'ouverture à 16h face au Gabon. Les Bissau-Guinéens affûtent les armes et ne viennent pas donner des points. Suivez. La personne, c'est pas Guinée-Bissau parce que c'est la première fois que nous venons à Cannes. Gabon, il jouait dans le pays et nous allons faire notre travail. Le match de football, ça c'est 90 minutes, tout c'est possible. Maintenant, je pense que les jeunes qui sont là, il y a des talents, il ne faut pas regarder que il y a des Guinée-Bissau qui sont venus là pour faire la figure dans le papier ou quoi, non. Nous on est venus là pour jouer le football. Ça va être compliqué pour certains pays qui pensent que ça va être facile, mais ça peut être facile pour eux, quoi. Voilà, donc nous venons de voir quelques images des préparatifs de la Guinée. William Bassabi, vous êtes le chef division sport de la rédaction de la télévision nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Rachida Biomam. C'est un grand jour aujourd'hui, non? Ah oui, disons on est déjà dans l'après-midi. Voilà, 5 ans après avoir co-organisé avec son voisin équato-guinéen la Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon est de nouveau le pays hôte de cette grand-messe de football. Réellement, le contexte socio-politique s'y prête-t-il, William Bassabi? Je crois que cette CAN, disons, va s'ouvrir dans un contexte que tout le monde sait. Le pays sort d'une élection, un contexte sociopolitique agité. Je crois, quand on regarde un peu dans l'histoire du sport en général, c'est dans ces moments que organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui au passage est, disons, la 3e grande manifestation footballistique au monde après la Coupe du Monde et l'Euro. C'est donc la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon, en abritant cette compétition, a la possibilité de dépasser les clivages sociopolitiques et ainsi offrir une opportunité pour le peuple. Ça peut donc être une occasion de réconciliation. Bien sûr, pour offrir l'opportunité au peuple gabonais de se réconcilier avec lui-même. Et d'ailleurs, quand on voit un peu donc les éléments témoins, on s'aperçoit qu'en termes d'impact d'une telle compétition, notamment sur le plan économique, sur le plan, on l'a dit, diplomatique, en termes d'image, sur le plan du positionnement. Vous parlez là des enjeux, bien sûr, de cette CAN. Voilà, c'est autant d'éléments qui, disons, à mon humble avis, permet de dire que l'organisation de cette CAN pour le Gabon, c'est vraiment une aubaine. Alors, combien de sélections, William Bassabi, tenteront de succéder à la Côte d'Ivoire tenante du titre? Bien sûr, depuis 1996 en Afrique du Sud, ces équipes, vous l'avez dit, l'équipe de Côte d'Ivoire est tenante du titre. Oui.
la Côte d'Ivoire qui l'a emporté face au Ghana. On se souvient à la scène des tirs au but après une finale très très disputée. Eh bien, la Côte d'Ivoire naturellement est favorite à sa propre succession, même si l'équipe est en construction, puisque pratiquement c'est une nouvelle équipe ivoirienne qui sera présente à cette compétition. Mais globalement, on note que dans le groupe A, le groupe qui regroupe, outre le pays organisateur, le Gabon, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Cameroun, eh bien, il y a le groupe B où on retrouve l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et puis le Zimbabwe. Le groupe C, le groupe du champion d'Afrique en titre, où on retrouve le Maroc, la RDC et le Togo. Le groupe D, qui est certainement l'un des groupes très attendus, où on retrouve le Ghana, finaliste, et l'Égypte, cette fois championne, donc, qui détient le record en la matière, et le Mali et l'Ouganda. Donc globalement, nous aurons les habitués, des outsiders et des nouveaux venus comme la Guinée-Bissau dont vous avez déroulé tout à l'heure l'élément. La première participation. Exactement. Donc quand on regarde dans le rétroviseur, on se dira que à la fin, ça va se jouer au niveau des nations les plus expérimentées. Donc on attend globalement, outre la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la RDC, le Ghana et bien entendu l'Égypte. Alors, la Côte d'Ivoire favorite, vous l'avez dit, le Ghana, l'Algérie, également, William Bassabi, ça promet quand même d'être une compétition de haut niveau, non? Bien entendu, parce que la CAN est toujours une opportunité pour révéler de nouveaux joueurs. Quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, l'Afrique du football a découvert André Ayou en 2010 en Angola. voyez, à chaque année, il y a une révélation. Pierre-Emerick Aubameyang, qui est la vedette du Gabon, a été découvert lors de la CAN 2012 que le pays a organisé, vous l'avez rappelé tantôt. Donc, toujours une CAN, il y a des joueurs attendus, des sélections aussi qui se révèlent. Donc, c'est une compétition assez ouverte. On a bien dit à la fin, l'expérience fait la différence, mais au début, c'est une compétition qui se joue à fond. C'est pour ça, le premier tour qui démarre cet après-midi est, disons, le tour de chauffe, mais le tour très compliqué où il faut faire très attention. Très bien, William Bassabi, mais supputant tout de même quand même, qui sera selon vous le vainqueur au soir du 5 février? Je pense que, à mon humble avis, l'Algérie, le Ghana, la Côte d'Ivoire et l'Égypte, parmi ces quatre équipes, on aura le vainqueur de la CAN. D'accord, vous ne voulez pas prendre de risques, c'est cela? Ah oui, c'est difficile de prendre de risques quand on sait que la compétition, généralement, elle est très ouverte et elle se gagne depuis un certain temps à la scène des tirs au but, donc ça veut dire sur le fil. De toute façon, ça promet d'être de grands moments de télévision. Merci d'être passé sur ce plateau. William Bassabi, on rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations est à sa 31e édition. Tout à fait, oui. Voilà, merci. Allez, on poursuit cette édition et on parle de la suspension de certains organes de presse suite au sit-in de ce vendredi à la Bourse du Travail. La télévision nationale a tendu donc son micro au président de l'AREC, au micro de Charbel, Kiki et Ghislain Poguet. Adam Bonitessi apprécie la situation. Nous sommes réunis déjà au niveau du Conseil et nous avons constitué une délégation qui a été en mission sur les sites pour se rendre compte de la véracité de ce qui est en train d'être dit et qui devrait nous faire un rapport que nous attendons. La mission a déjà été effectuée, c'est le rapport qui est attendu. Et ceux qui ont voulu faire le sitting ne se sont pas rapprochés de nous pour s'informer de la réalité. Même l'information du sitting, nous l'avons eu seulement hier à 19h. Moi, je l'ai reçu en tant que président de l'institution hier à 19h. Et déjà le matin, on m'a signalé que dans les réseaux sociaux, qu'il y a une mobilisation qui est en train d'être décrétée et qui aurait sitting à la Hague. Nous n'empêchons pas la réalisation du sitting, quand bien même dans les textes, il y a des règles qu'il faut suivre, il y a un canevas, il y a des prescriptions qui sont relatives à ça, qu'il fallait quand même transmettre l'avis 72 heures avant pour permettre à l'autorité de prendre les dispositions. Bon, dans le cas d'espèce, c'est dans les réseaux sociaux que l'information est en train d'être relayée abondamment. Nous sommes situés dans la zone portuaire ici, qui est une zone à haut risque par rapport
à différents éléments que vous savez. Et le second site est situé à Jonqué, que vous connaissez, qui a aussi une zone je vais dire, de risque, à haut risque. Donc nous avons estimé que n'ayant pas pris les dispositions, on ne peut pas ouvrir la hâte pour que les gens viennent. Dans tous les cas, nous estimons être en train de régler déjà le problème. Ça n'a pas besoin de la rue. Voilà, donc vous venez de suivre le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Autre élément de ce 13h, on parle de cette descente du ministre de la Santé à Malanville après le drame qui a frappé l'école primaire publique de Madékali. Même si on ignore encore ce qui est à l'origine du décès des 5 enfants de cette école, il est important que les écoliers reprennent le chemin de l'école. C'est du moins ce que le ministre Alassane Seydou est allé dire aux populations tout en les rassurant que les mesures idoines seront prises. Firmin Bassao et Olviga Minsan. C'est une population encore sous le choc que le ministre Alassane Seydou est allé rencontrer à Madékali. Pour une cause jusqu'ici inconnue, 5 écoliers sont morts à l'école primaire publique Madékali et l'heure est à la consolation. Ce qui s'est passé à Madékali préoccupe à plus d'un titre le chef de l'État. Parce que perdre un citoyen est suffisamment grave. À plus forte raison, perdre 4, 5 en moins d'un mois dans la même localité et dans la même école. C'est suffisamment grave. C'est pour cela que le chef de l'État nous a demandé, en tant que ministre, de descendre personnellement. Si la situation a pu être maîtrisée jusqu'à ce jour, c'est grâce aux moyens médico-techniques et humains très tôt déployés pour sauver les nombreux cas enregistrés. Nous pouvons déjà nous réjouir de quelque chose, c'est que depuis le 5 janvier, et depuis que nos services déconcentrés ont commencé par prendre en charge les enfants qui présentent ces symptômes, nous avons remarqué une amélioration parce que nous n'avons plus enregistré les décès. L'origine du mal encore inconnu fait planer la psychose et il faut parer au plus pressé. Les éléments que nous avons retrouvés à travers les examens biologiques ne nous ont pas orientés vers la méningite. Donc nous sommes sûrs que ce n'est pas la méningite. Mais à ce jour, nous sommes incapables de dire de quelle maladie il est question. Mais nous allons poursuivre les investigations. À partir de ce moment, tous les enfants qui vont présenter ces symptômes, nous allons effectuer des prélèvements que nous allons envoyer à Cotonou et si possible à Lagos. 22 écoliers ayant subi des traitements et mis en observation ont connu une amélioration. Quelles sont les conditions de vie dans nos prisons et qu'est-ce qui explique la chute de la filière des véhicules d'occasion? Ce sont là quelques questions auxquelles le gouvernement avait été invité ce jeudi à répondre devant la représentation nationale. Le point avec Guillaume Aviano. Le gouvernement face aux députés pour répondre à 4 questions d'actualité avec débat. D'abord, celle relative à la chute de la filière des véhicules d'occasion au Bénin. Une filière porteuse de devises pour le pays qui traverse depuis quelques années d'énormes difficultés aggravées par les problèmes que rencontre le Nigeria voisin du Bénin. Dans le passé, chacun au niveau gouvernemental fait quelque chose pour avoir des recettes chez lui. Même des fois le palais. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de Nigériens et beaucoup de Béninois. Lorsqu'il veut prendre des décisions, il faut qu'il se rappelle quand même du bien-être des Béninois et du bien-être de ses propres citoyens. Outre la chute de la filière de véhicules d'occasion au Bénin, la représentation nationale reste préoccupée par les conditions de vie dans le monde carcéral béninois. Le Bénin n'a pas toujours une bonne presse dans le domaine. Je voudrais admettre que nos compatriotes appelés à séjourner dans les maisons d'arrêt et prisons soient traités comme des moins que rien, comme des bêtes. L'amélioration des conditions d'hygiène est liée avec la réduction de la surpopulation carcérale. Mais il faut agir de manière préventive. Nous avons établi une lettre circulaire à l'égard de tous les procureurs de la République, afin que, pour des délits, des infractions qui n'ont pas lieu d'être, qui ne devraient pas conduire dans un centre de détention, que ces procureurs de la République, ces procureurs généraux
regarde avec bienveillance. Dernière question adressée au gouvernement avec débat ce jeudi. Pourquoi les dispositions de l'article 28 de la loi portant prévention des violences faites aux femmes ne sont pas appliquées? Moi, je ne sais pas, je me demande à quoi nous sert notre loi, n'est-ce pas? Puisque, soi-disant, personne, aucun homme ne fait un effort. Ce n'est pas demain la veille, mais ça ne fait rien. Nous allons continuer. Nous allons continuer à nous battre. Mais les femmes elles-mêmes, elles ne font pas grand-chose. Hein? Ça devient un fléau qui déshumanise la femme. Et c'est l'homme qui devient le bourreau. C'est ça qui est un peu gênant. L'homme qui devait être protecteur devient un bourreau. Surpris par le temps, les autres questions orales avec débat au gouvernement retenues pour la plénière de ce jeudi ont été reportées à la semaine du 23 janvier prochain. Et puis, vous le savez, le gouvernement a décidé de se pencher sur le processus de reversement des agents dans la fonction publique. Il s'agit de clarifier une situation qui a duré 9 ans au lieu d'une année, avec pour conséquence un effectif pléthorique de la fonction publique. La rédaction a voulu comprendre les dernières mesures du gouvernement à ce sujet. Abiat Oumaro. En 2007 et 2008, le gouvernement béninois a pris la décision de procéder au reversement de 11 catégories d'agents dans la fonction publique. Ils étaient au total au nombre de 8000. Plus subitement, en 2008, le gouvernement a prorogé le délai en prenant la décision de procéder au reversement des agents qui étaient présents dans l'administration au 31 décembre 2007. Et à fin décembre 2016, le gouvernement a procédé au reversement de plus de 30 000 agents. J'ai dit fin 2016. Donc, 9 ans après la prise de la décision, le gouvernement ne voit pas le bout du tunnel. Et il est question aujourd'hui de prendre une décision courageuse qui consiste à prendre les dispositions idoines pour mettre un terme à ces travaux de reversement. De faux diplômes, de faux certificats, des personnes non éligibles à la fonction publique, ce sont là quelques irrégularités qui ont émaillé le processus. Ceux qui sont éligibles au reversement ne sont pas inquiétés. On veut simplement s'assurer que les critères qui étaient fixés au départ ont été bien respectés par ceux qui ont été reversés. Mais si vous êtes nanti d'un faux diplôme, si vous avez un faux diplôme, franchement, vous devez comprendre que vous devez céder place en attendant. Donc, clarifier la situation, c'est une question de responsabilité. Pour une meilleure gestion des effectifs, des emplois et des compétences, le gouvernement, au dernier Conseil des ministres, a décidé de faire réaliser un audit de la fonction publique. Le gouvernement a décidé de procéder à l'audit des effectifs de la fonction publique pour s'assurer, structure par structure, de quel effectif est-ce que nous avons réellement besoin face à la masse de travail en présence. C'est cela. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est un cabinet spécialisé qui va réaliser l'audit et qu'il n'est pas question pour le gouvernement a priori de mettre à la porte le personnel qui sera en pléthore. Au contraire, c'est de procéder à leur déploiement. Là où il y a une pléthore, on dégage les agents pléthoriques qui ont servi ailleurs. L'opération en cours permettra de mettre l'administration béninoise aux normes régionales pour le développement de notre pays. Audience à la Cour constitutionnelle à présent. Le président de cette institution, Théodore Olo, a reçu certains diplomates, dont l'ambassadeur du Bénin près le Nigeria, la Russie, du Koweït ainsi que l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Écoutons-les, ils sont au micro de Igor Ayoso et Brice Rontonon. Nous avions été agréablement surpris par la maîtrise par le président de la Cour constitutionnelle sur la géopolitique internationale, sous-régionale et régionale, et même également de la géoéconomique. Et à cet effet, de façon générale, il a souligné que la notion d'ambassadeur aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques années. Et comme le président l'a dit également lorsqu'il lançait le PAG, les diplomates béninois aujourd'hui sont des diplomates de développement, des ambassadeurs qui doivent aller
vendre le pays à l'extérieur par rapport aux différents projets qui ont été retenus, par rapport à la vision donc, du gouvernement, trouver des financements pour donc, essayer de réaliser la plupart des projets qui sont prévus dans le pipeline du PAG. Je voudrais savoir le nouveau projet, nouvelle coopération entre les deux pays, surtout de suivant du PAG. Par exemple, il y en a beaucoup de projets phares dans la liste du PAG et aussi il y en a beaucoup de projets prioritaires dans le PAG. Nous allons continuer de discussion pour la réalisation de bons projets, bonnes coopérations japonaises. Un nouvel ouvrage vient de paraître. Son auteur, Eugénie Dossa-Kenom, elle a procédé à son lancement officiel ce jeudi à l'Infosec devant un public d'écrivains et d'admirateurs. Ghislain Poguet et Kelvado Arwano. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie, c'est le nouvel ouvrage de Eugénie Dossa-Kenom qui vient de paraître. Un essai présenté comme hautement spirituel et psychologique. Les liens invisibles dont il est question dans ce livre porte bien un nom, le Saint-Esprit. Que vient chercher une biologiste dans le spirituel? J'ai voulu faire prendre conscience aux gens de l'immense pouvoir que nous avons chacun d'influer sur les événements et par là de changer notre vie en bien, en mieux. Les forces invisibles évoquées ici permettent au lecteur, par leur connaissance, de renforcer sa confiance en lui. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie fait douter des concepts qui apparaissent si évidents et des réalités qui semblent si incontestables. L'auteur y évoque la force de la parole et de la langue. Eugénie Dossa-Kenom refuse de garder la sienne dans sa poche. Je refuse de pratiquer la langue de bois. Je suis connu sur le plan international comme un empêcheur de penser en rond. La puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie, un ouvrage qui conseille à tous la culture de la positivité. Et on parle toujours de la fête du 10 janvier. La commune de Savalou a également sacrifié à la tradition. Images et son avec Gilles Dansou. Savalou, terre du vaudou, célébration de la fête des religions endogènes. Plusieurs divinités étaient là pour donner un caractère spécial à la fête. Des messages d'amour, de paix, le vaudou, un patrimoine à préserver. Nous sommes devant cet arbre généalogique qui est la reconstitution physique de l'histoire de notre royaume. Nous réaffirmons une fois de plus que la légitimité savaloise, le cœur, la colonne vertébrale de la légitimité savaloise, c'est là où nous sommes là. Nous réaffirmons encore devant l'opinion publique nationale et internationale, au nom de Sa Majesté Gandiaï, que Savalou est l'un des berceaux du culte vaudou des religions endogènes. Savalou veut apporter de la plus-value à l'économie béninoise à travers le tourisme et la culture. Toutes les fois que j'évoque le vaudou, c'est avec beaucoup de fierté, mais aussi avec un brin d'amertume. Le sentiment de fierté étant celui qui domine. Et vu qu'il intéressera forcément plus, je souhaite dire en quelques mots rapidement mon amertume. Mesdames et messieurs, chers invités, dignitaires ici présents, nous ne valorisons pas encore assez le vaudou. Le vaudou qui demeure à ce jour, à mon humble avis, la plus grande invention du continent africain. Une fête bien riche en couleurs. La célébration du 10 janvier à Plaroué a connu la présence des fidèles venus de tous les coins du département du Koufo. Cette année, Richard Aloransou a assisté à cette fête riche en couleurs. Henri Fachina et Évariste Zomaro pour le point.
Le Vaudou a pu réunir des cadres du Koufou l'instant d'une fête annuelle. Celle du 10 janvier 2017 à Plahoué aura donc eu le mérite de convier tout le monde vers la paix et le développement. Le Bénin, notre pays, n'a pas autre héritage que le Vaudou. C'est ce que nos ancêtres, nos aïeux nous ont laissé comme religion avant que le colon ne vienne avec le christianisme. Du coup, nous ne devons pas s'en passer. C'est notre culture et c'est ça qui nous motive aujourd'hui à être présents chaque année d'ailleurs pour célébrer avec nos parents cette fête dite du Vaudou. Aux adeptes du Vaudou, je vais juste leur souhaiter bonne fête. Je vais leur demander d'utiliser cette recette qu'ils ont, le Vaudou, cette religion pour du bien. Si le Vaudou peut nous amener un jour à détecter ou que cela soit les richesses du sous-sol du Bénin, cela pourra contribuer à notre développement. Richard Alossoron a achevé cette célébration du 10 janvier chez lui, dans l'arrondissement de Godorou. Et vous le savez, à l'occasion du 10 janvier, des manifestations se déroulent sur toute l'étendue du territoire national, mais une question demeure, quelle est la portée réelle de cette célébration? Théodore Gandjeko et Fedeb Agbado pour plus de précisions. Instituée par le président Nicéphore Dieudonné Soglo en 1992, la fête des religions endogènes s'est ancrée dans les habitudes au fil des ans. De chaque ethnie ici, tu oublies, ça te menace. La fête, pour moi, permet à unir les guérisseurs. Le 10 janvier est une occasion pour les dignitaires des cultes traditionnels d'honorer les ancêtres et d'implorer leur clémence. On entend un peu partout dans les pays voisins qu'il y a la guerre, qu'il y a des problèmes, ils ont peut-être des malfrats, et ainsi de suite, qu'il y a la guerre, ainsi. Au Bénin, vraiment, on n'a pas vu cette guerre-là d'abord. C'est l'importance de cette fête-là. L'année vient de commencer, nous sommes au 10e jour. Ensemble, il faudrait qu'on puisse faire des prières pour la paix. Et la religion la meilleure qui peut mieux faire pour ces prières pour la paix, c'est celle de Vaudou. Les religions traditionnelles sont, selon les initiés, la voie royale pour garantir la paix, la concorde et la fraternité. Le phare et le chaos étaient également au cœur des festivités à Parakou. Suivez cet élément. Quartier Ganou, les adeptes du phare rendent hommage à leurs ancêtres et prient pour la nation béninoise. Une célébration placée sous le signe de la fraternité. Les aïeux sont contents, sont fiers de la fête. Il ne faut pas quand même entreprendre quelque chose sans demander au passé. C'est une continuité. Nous avons prié pour que la continuité soit meilleure. La divinité invite ses fidèles à beaucoup plus de sacrifices. Ce qu'il nous donne comme message, c'est d'adorer les fétiches. D'adorer tout ce qu'ils nous ont laissé comme fétiche. Parce que c'est la première religion. Moment frappant de cette cérémonie, les sacrifices adressés à la divinité. Plus loin, au quartier Gare, les partisans de la divinité Kao retiennent les souffles. Il y a les danses qui sont vraiment appréciables dedans. C'est de la tradition baribage. Ils sont vraiment habillés de manière... C'est attirant quand même, c'est attirant. En communion avec les adeptes des autres cultes du Septentrion, ils célèbrent en toute cohésion les pouvoirs des divinités. C'est la divinité Kao qui danse, d'accord, mais toutes les divinités du Nord sont réunies là et ils sont en train de danser ensemble parce que nous avions cherché la cohésion, n'est-ce pas, de ces divinités-là. Ces adeptes se séparent avec la ferme conviction que les prières et supplications en faveur de la nation béninoise sont exaucées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end. À très vite.